Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous tous et toutes. Je suis étonné qu'à 8h30, mercredi matin, dernier jour du colloque, il y ait autant de monde qui soit là. Je pensais que tout le monde serait au lit ou en train de faire leur check-out de l'hôtel. Pour ceux qui sont à distance, on doit être à 150 environ. On a eu un peu plus de 300 inscriptions pour l'atelier. Alors, on peut dire que c'est vraiment hybride parce qu'on a encore plus de gens à l'extérieur qu'ici dans la salle qui est comble. Alors, on est vraiment, vraiment heureux de tout ça. Mon nom est Michel Perrault. Je suis un chercheur attaché. Ah, c'est vrai, c'est moi qui dois changer de diapo. Excusez. Excusez, je ne suis pas tout à fait réveillé, mais vers 10 heures, je vais l'être. Alors moi, je suis un chercheur, puis je suis associé aussi à l'Université McGill. Je suis chercheur à l'Institut de santé mentale Douglas et chercheur au département et professeur au département de psychiatrie à l'Université McGill. Alors, bienvenue à cette session qui va nous permettre de pénétrer l'univers mystérieux des applications en santé mentale et dépendance, disons. Et pour ce faire, on va avoir une série d'experts qui vont passer parmi nous. Ah, ça, c'est ma photo. Alors, on a une série d'experts qui vont défiler. Et avant de vous expliquer un peu le déroulement de notre session, je veux juste vous mettre en contexte. Les applications, c'est pas pour rien, je pense qu'on a eu tant de popularité dans la demande à cet atelier. On est exposé très fréquemment à des applications comme mode de solution, on parle d'auto-soin, on est dans la responsabilité des gens pour leur bien-être, il y a des choses qui existent. C'est difficile d'avoir accès à des services, c'est difficile d'avoir accès à de l'aide humaine. Et les applications semblent répondre à beaucoup de besoins dans l'urgence et dans la difficulté. On pense à la pandémie, là, c'était aussi un accélérateur. Alors, quand on vient pour les trouver, ben, il y en a plein. On dit entre 10 et 20 000 à peu près qui touchent la santé mentale. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'en dénicher une qui nous convient? En fait, elles sont de qualité inégale. Il y en a qui sont construits plutôt sur un modèle commercial que sur un modèle clinique, je dirais, ou d'aide pour les gens qui les utilisent. On les voit apparaître de toutes sortes de manières dans les top 10, la meilleure. Puis dans les questions qu'on a reçues au moment de l'inscription, il y en a beaucoup qui disaient « Je voudrais savoir l'application que je devrais choisir pour la santé mentale ou pour des choses. » Aujourd'hui, on va pas plus répondre par un choix. Nous, on n'a pas d'attache commerciale ou de conflit d'intérêts, j'espère. Je n'ai pas vérifié avec tous les présentateurs, mais on va pas vous suggérer une application. On va vous suggérer une façon de choisir une application. Et je regarde pour être sûr de mon coup. Et on va vous expliquer aussi ce que nous, on a exploré avec Nives sur le processus de décision quand on va télécharger une application. Qu'est-ce qui arrive quand on cherche une application puis on prend celle qui nous apparaît comme le premier choix? Les gens s'autoproclament les meilleurs. Dans la vie, c'est comme ça, comme nous, comme animateurs du colloque, Jean-Nicolas et moi, on sait qu'on est les meilleurs, mais vous aussi, vous le savez. Mais les applications, quand ils nous disent que c'est la meilleure ou puis quand on juge sur leur popularité puis le nombre d'étoiles, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sur quel rang, on ne sait pas ceux qui nous guident, c'est quoi leur logique. Alors, on va examiner ça tous ensemble, et puis, juste pour vous expliquer,
euh, comment on va procéder. On a 90 minutes. C'est pas si long que ça. Euh, Chacun des conférenciers pourrait prendre le 90 minutes parce que c'est des domaines où il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Mais moi, je crois que tous les gens que vous allez voir aujourd'hui, puis là, vous allez voir Yasser, qui est notre premier conférencier, qui, lui, il est au Portugal actuellement, mais il est affilié au CHUV à Lausanne et qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Et puis, puis il ne se vendra pas non plus, mais je sais que si vous pensez Stop Cannabis, c'est au-dessus de 100 000 téléchargements. Il est impliqué, puis c'est des gens qui ont l'expérience puis qui connaissent les rouages. Et pas juste dans leur garage là, ou dans la bricole, ils savent c'est quoi au juste le marché puis comment il faut fonctionner. Nive, qui maintenant continue ses études de doctorat en Irlande, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, va nous parler du processus de décision pour choisir une application et surtout ce qu'on a exploré au niveau des applications sur le sommeil avec Diane Boivin, qui est la troisième personne, qui elle est une médecin spécialiste sur le sommeil. Elle fait de la recherche aussi. Moi, je viens du monde de la recherche. Alors, normalement, je suis là pour endormir l'auditoire, mais heureusement, je me suis entouré avec des gens qui vont pouvoir aussi vous donner de l'information utile. Alors, Diane, elle travaille sur le sommeil, puis elle va nous expliquer un peu le processus qu'on a pris pour développer l'application sur laquelle on travaille pour le sommeil. Puis Tania Lecomte, que vous connaissez peut-être, possiblement, ou que vous avez intérêt à connaître, qui, elle, a développé aussi des applications, travaille depuis des années, qui était associée à la QRP, on parlait de ça dans les débuts, qui a développé une application pour les jeunes, santé mentale, stress, qui s'appelle Chill Time. Puis tu as travaillé sur d'autres applications. Donc, il va aussi nous parler concrètement ce que ça veut dire développer une application, mais sur des bases de recherche, de modèles, d'intervention, et non pas sur l'air d'aller, puis une bonne idée, puis on se met en business sans vraiment trop savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Yasser, là on a le défi, lui est actuellement au Portugal, et Yasser, est-ce que tu es... Attendez, je vais le réveiller. Non, mais lui c'est plus tard. Je suis avec Es-tu vous. prêt, Yasser? Je suis prêt. OK, à toi Yasser, vas-y. Merci beaucoup. Ben, Merci. excusez, Yasser, il est Oui, psychiatre. On le voit à Montréal, il est associé aussi, à Montréal, tu es associé à l'Institut de santé mentale de oui, Montréal. Donc, tu viens périodiquement et on le connaît dans nombre de projets et non seulement dans les applications, mais dans le domaine de la recherche en psychiatrie. Alors, à toi, Yasser. merci beaucoup, Michel. On voit bien Oui, oui, on le... voit très bien. Bon, merci beaucoup. Merci pour C'est l'invitation. petit, OK. Euh, J'ai, oui, OK, on t'a rapetissé un peu, ton ego va être touché, Yasser. on m'a rapetissé. Déjà que je suis petit. Non, non, ça passe bien, ça passe bien. Alors, si ça passe bien, c'est parfait. Ok. Ça joue? J'y vais, Michel. Voilà, alors, donc, excusez, pardon. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous, même à distance. En fait, mon emploi du temps était peu compatible avec un voyage d'une semaine à Montréal.
et au Québec est plus court. J'ai trouvé ça un peu frustrant. Alors, comme tu disais, Michel, en fait, les smartphones ouvrent des opportunités. Et pourquoi ça marche bien? J'ai un petit problème de... Voilà, faire comme ça. Les smartphones ouvrent des opportunités très importantes au niveau de la santé mentale parce qu'en fait, comme ils ont un taux de pénétration très élevé dans la population et qu'avec les applications, ils amènent la possibilité d'offrir des services digitalisés euh, dans le milieu des personnes concernées, alors du coup, on s'est dit il y a une possibilité d'atteindre des populations qu'on n'atteint pas, surtout qu'une grande partie des personnes concernées par les troubles mentaux ou des difficultés liées au bien-être ou à la santé mentale, en fait, sont peu atteintes par nos services. L'autre aspect, c'est que comme les applications peuvent offrir un service dans la main à tout moment, où qu'on soit, alors il y a l'option qu'elle puisse être là pour soutenir un changement au moment où la personne en a besoin et du coup avoir un service dans le milieu au bon endroit au bon moment. Donc en théorie, on est devant quelque chose qui peut transformer l'accès aux personnes et l'aide au changement. De plus, on peut être en mesure avec les technologies de l'intelligence artificielle de coupler ces données de réponses subjectives, de localisation, du temps de la journée, de l'heure, ou d'autres données physiologiques ou autres, on pourrait en fait avoir beaucoup d'éléments qui peuvent aider à être au plus proche du service de la personne. Alors, est-ce que les applications pour smartphone, est-ce qu'elles attirent du monde? Est-ce qu'elles arrivent à engager les gens qu'elles attirent? Et est-ce qu'elles favorisent un processus de changement? Je vais rester un peu focalisé sur le champ des addictions, mais en ouvrant un peu plus large. Alors, est-ce qu'elles appellent on demande à une population générale un échantillon représentatif sur l'âge et le genre de la population américaine. On leur demande, est-ce que dans l'année passée, vous avez utilisé une application pour vérifier si vous aviez des symptômes d'une atteinte à la santé mentale? Et 15% sur près de 2000 répondent oui. Est-ce que vous avez utilisé dans l'année une application pour traiter ces symptômes? Et 13% répondent oui. Et quand on regarde qui sont ces personnes en termes d'âge, on voit que les plus jeunes, les 19-35 ans, sont surreprésentés dans le groupe qui dit oui, autant pour checker que pour traiter, mais que tous les âges sont concernés. Et puis, au niveau du genre, on voit que les femmes sont plus présentes sur ce type de service que les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne vient? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va utiliser ces services? On va voir en fait que c'est deux éléments dans ce qu'on a pu collecter. L'un, c'est le fait en fait d'être déjà beaucoup dans l'utilisation du smartphone, voire même à être tellement dessus que des fois on a des problèmes liés au fait de trop y être. Donc le fait d'être hyper investi dans le smartphone et du coup de très bien le connaître. Et pendant la période Covid à laquelle tu as fait référence, Michel, le fait que la période Covid a fait qu'on utilise plus le smartphone. Donc, l'investissement dans le smartphone et l'autre élément très intéressant pour nous, le fait d'avoir un trouble mental, le fait d'avoir eu un diagnostic de trouble mental. Ça veut dire que les populations auxquelles on s'intéressent à ce type d'aide. Or, sur des apps, il y aurait plein d'exemples et on peut avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de téléchargements. Et quand on regarde là dans l'exemple de Stop Cannabis, les téléchargements qu'on a, ben, et qu'on regarde la symptomatologie de ces personnes en termes de sévérité de l'addiction au cannabis, ben, on va voir que les gens qui viennent, en fait,
ils ont une sévérité modérée à importante. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là par hasard. Probablement, vous le voyez avec vos patients ou les personnes qui vous consultent. En fait, ils viennent parce qu'ils sont préoccupés par la question. Et l'autre bénéfice qu'on a par rapport à nos offres habituelles, c'est qu'on voit on avait vu tout à l'heure, on a plus de jeunes, mais on a aussi plus de femmes. Et donc ça contraste avec la difficulté qu'on a dans les populations d'addiction à attirer la population féminine. Est-ce que ça facilite le changement? Est-ce que ce type d'outil facilite le changement? Il y a le grand gap que tu as mentionné, Michel, qui est le fait qu'il y a des dizaines de milliers d'apps dans le champ de la santé mentale et du bien-être, que la qualité est très hétérogène, que le processus sur lequel ils sont construits, il est aussi très varié et pas forcément en lien avec nos connaissances et les éléments d'évidence base ou ou de savoir clinique qu'on a. Et qu'en plus, parmi les apps qui sont évaluées et même celles qui sont validées, certaines, en fait, elles disparaissent. Elles existent que dans les papiers. Donc, on est confronté à un réel problème d'accès aux apps et d'évaluation de celles-ci, mais je sais que ce sera traité un peu plus tard. Parmi les apps évaluées, on a suffisamment d'études aujourd'hui et d'études contrôlées et une revue aussi, une méta-revue faite aussi avec Tania qui montre en fait que dans le champ de la santé mentale et des addictions, on a suffisamment d'évidence pour dire que ces produits en fait peuvent aider au changement avec des tailles d'effet le plus souvent légères à modérées, mais on a suffisamment d'études qui disent que ça peut marcher, que ça peut aider à favoriser un changement comportemental, notamment dans le champ des addictions. On est confronté à une autre difficulté aujourd'hui liée aux applications. Est-ce que vous connaissez votre temps d'écran, votre screen time? Alors, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur votre smartphone, sur la plupart des smartphones aujourd'hui, et vous pouvez le regarder en toute discrétion. Peut-être vous serez surpris. Le- les smartphones, en fait, sont beaucoup utilisés, avec beaucoup de temps passé dessus, et ce qui conduit aussi à une discussion sur comment on les utilise et jusqu'où on les utilise. Et du coup, les, le marché a développé des outils, notamment le feedback temps d'écran, qui peut vous donner un peu un feedback détaillé sur le temps que vous passez sur les différentes applications. Quand on regarde sur une population représentative aussi d'un échantillon américain d'environ 2000 personnes, et puis on leur demande s'ils utilisent ce type d'outils, notamment pour calculer le temps d'écran ou pour réduire le nombre de notifications qu'ils reçoivent ou stopper les notifications à certains moments de la journée, on voit que ces outils, en fait, sont assez populaires puisque jusqu'à la moitié des personnes les ont utilisés dans une population générale. Par contre, parmi les personnes qui les utilisent, moins d'un cinquième les considèrent subjectivement effectives par rapport à leurs besoins de contrôler leur activité. Et là, peut-être au niveau clinique, la chose qui pourrait manquer, c'est qu'en fait, il suffit pas de connaître un temps d'écran pour changer un comportement, mais peut-être qu'avec vos patients, vous pouvez aller plus en détail sur essayer de comprendre en fait que se cache-t-il derrière ce temps d'écran, à quel moment il est utile et rend service, à quel moment il perturbe l'activité ou les objectifs de la personne, et qu'est-ce qu'elle pourrait faire de manière différente. Par rapport aux promesses des apps, en dehors de la question de quelle app utiliser, se pose une barrière qui est la barrière de l'engagement. En fait, vous voyez avec cette app PTSD Coach, en fait, vous avez eu énormément de téléchargements, euh,
près de 200 000 en juste quelques jours. Et puis vous voyez que là, vous avez les images pour iOS et Android. Et vous voyez que dès le deuxième jour d'usage, en fait, on chute à environ une dizaine de pourcents de la population qui va utiliser ces outils. Et ça, on va l'observer dans beaucoup d'applications. On va aussi observer que beaucoup de gens viennent sur les apps de manière très brève, très courte. Donc, il s'agit de transformer nos offres d'aide psychothérapeutique quasiment à des offres de minutes ou de secondes de soutien. Quand on essaie de voir parmi les gens qui viennent et qui reviennent sur les apps, qu'est-ce qui fait qu'ils vont revenir? Là, on va utiliser des données secondaires de l'app Stop Tabac et on va voir qu'en fait, une des choses qui font que les gens reviennent, ce qui est associé à plus de retours, c'est le fait qu'ils perçoivent que c'est utile et le fait qu'ils veulent changer la conduite tabagique. Donc, quelque chose d'assez cohérent avec l'idée que les gens, s'y reviennent, c'est parce qu'ils y trouvent ce qu'ils sont censés, ce qu'ils veulent y trouver, ou qu'ils ont l'impression d'y trouver ce qu'ils veulent y trouver. Et l'autre chose qui va aider, c'est le fait d'avoir dans cette étude-là le groupe traitement versus le groupe contrôle. Donc peut-être certaines caractéristiques de l'application peuvent aussi constituer, notamment son contenu, son design, d'autres aspects, peuvent constituer un autre aspect d'appel. Quand on réfléchit aux apps en santé mentale et dans le champ des addictions, on ne doit pas oublier une chose, c'est qu'en fait, là, c'est les chiffres en Suisse. Eh bien, il n'y a que 92%, que 92% des gens qui ont des smartphones. 92 à 93%. Ça veut dire que vous avez 7 à 8% de la population adulte qui n'en a pas pour toutes sortes de raisons. L'autre problème qu'on a, c'est que parmi les gens qui en ont, vous avez un taux de illiteracy, ça veut dire de savoir comment on va utiliser les données digitales, qui est faible. Seulement 50% ont un bon taux de niveau de illittératie. Donc, du coup, quand on pense au smartphone, on doit savoir à qui ils s'adressent et est-ce ils vont pouvoir être compris pour être utilisés, est-ce que les données qu'on a vont l'être, et est-ce qu'on n'a pas des exclus du système et comment les atteindre. Dans le futur, beaucoup des études sur les applications ont été sur des modèles online self-help, guided self-help, dans le sens en fait plutôt dans des études où on a offert de manière large à la population ou à des populations plus ou moins cliniques cette option. Mais une chose qu'on a beaucoup moins faite, c'est d'intégrer ces outils dans un ensemble cohérent de services à la population ou de services de santé. Et là, il y a un enjeu majeur, en fait, qui se rapproche peut-être d'une des préoccupations que vous avez, c'est comment intégrer ce qu'on fait et aider les personnes qu'on aide avec des outils qui nous aideraient à faire ce qu'on veut faire ensemble, en dépistant plus rapidement, en traitant plus rapidement, en renforçant le traitement qu'on offre. Pour le challenge de l'engagement, on a deux pistes qui sont assez claires. Une, c'est d'amener du soutien. Et si on a du soutien humain à l'intervention automatique, on améliore les taux de participation au projet. Et puis, le partage avec les pairs et le support social. En ajoutant des réseaux de support social et en ajoutant en impliquant les pairs depuis la création de ces produits, on augmente les chances de toucher notre population avec des produits qui leur conviennent. Dans le champ des addictions, en fait, la plupart des applications ont suivi un peu le modèle des addictions, ça veut dire les approches, ont offert des approches adapter des approches motivationnelles, adapter des approches cognitives et comportementales avec plus ou moins de soutien et de support de groupe ou d'autres formes de coaching. Mais se pose la question d'intervention aussi peut-être plus spécifique. Quels sont les ingrédients qui vont être plus spécifiquement adaptés à l'aide par le moyen des apps et augmenter
la pertinence de nos offres. Et puis la question d'offres transdiagnostiques. Tania parlera tout à l'heure d'une offre de régulation des émotions avec l'app Shield Time. On se dit, au fond, où trouver une app, laquelle. Alors, on- il y aura une présentation plus spécifique dessus, mais ce que je pourrais dire, c'est que la première chose à faire, c'est probablement vous-même connaître l'app que vous proposez. Et si un patient vous parle d'une app, de regarder cette app et de l'explorer. C'est la meilleure manière probablement de vous faire une idée et regarder s'il y a une part d'évidence plus ou moins importante sur celle-ci. Vous avez aussi des groupes qui essaient de centraliser des apps, mais avec le fait que ça bouge beaucoup, ça bouge vite et que parfois des apps validées disparaissent du marché. Là, vous avez une autre grille. Et puis, au niveau des ressources francophones, je vais vous donner quelques listes. Elles ne sont pas du tout exhaustives. Elles ne remplacent jamais le thérapeute. Et toujours penser à quels besoins vous voulez répondre avec l'aide du patient pour aider le patient. Et vous avez aussi un site au Canada qui répertorie certaines interventions et une liste que je vous ai mentionnée d'apps dont partie d'apps que je connais parce que j'ai pu y travailler dessus, les App Stop, le Canin Coach qui a été adaptation de Stop Tabac qui a été mené au Canada par l'équipe de Mathieu Goyette, et puis les Stop Alcool, les Stop Cannabis, Stop Smoking, le Chill Time pour la régulation des émotions et d'autres apps qui apparaissent. Et j'aimerais remercier les personnes qui ont contribué à ces différents projets, et notamment au Québec, Tania Lecomte et Stéphane Potvin et Antoine Pénou, avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur certains de ces projets. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yasser. En fait, tu as couvert en un temps record tout ce qu'on souhaitait que tu couvres. Merci beaucoup. Euh, Ce que je vois, écoutez, on est restreint dans le temps, puis on a beaucoup de gens qui sont en ligne. Alors, ce que je propose, c'est que on note les questions. Si vous êtes en ligne puis vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va essayer de les regrouper puis les prendre au terme de la série de présentations. Et, et de cette manière-là, on va pouvoir maintenir le rythme puis aller jusqu'au bout. Les présentations s'enchaînent et puis il y a une certaine logique là, dans l'enchaînement. Donc, on va essayer de respecter ça. Je vais vous dire que la session, elle est enregistrée. Alors, si vous voulez, si vous prenez des notes, c'est tant mieux, mais dites-vous que ça va être accessible. On va la rendre disponible. Moi, si vous allez sur www.formationcroisée.com sans accent, on va vous mettre le lien ou on va mettre le document même. Sinon, si vous allez sur mon LinkedIn, on va l'annoncer, on va s'arranger pour qu'il soit disponible. Alors, juste pour vous rassurer, c'est vrai pour ceux qui sont à distance aussi. Alors, Yasser, merci. Reste avec nous, on va avoir besoin de toi si les questions sont trop difficiles. Et alors, on va passer maintenant à Nive, Nive Power, qui avec elle, on passe dans le dossier des troubles de sommeil et qui a exploré la littérature. En fait, tu n'as pas juste travaillé sur le processus de décision de télécharger une app, tu as examiné la littérature qui existait sur les applications sur le sommeil, puis tu as fait une synthèse que Diane, tantôt, va peut-être mentionner. Alors, à toi, Nive. Ouais. Bonjour.
Euh, alors, ce matin, je veux vous parler du processus décisionnel qui mène à la sélection d'une application de santé mentale et tout particulièrement de l'influence de la visibilité numérique de ces applications dans notre prise de décision. Avec Michel, Pierrot et Diane, nous avons cherché à comprendre cette influence à travers une étude sur les applications de sommeil dont je vais vous parler plus tard. Alors, comme ça a été déjà mentionné, au cours de cette dernière décennie, on peut dire, nous avons vu exploser le nombre de choix dans les applications de santé mobile. On estime qu'il y a présentement quelques 350 000 applications de santé mobile disponibles et parmi eux, entre 10 et 20 000 qui ciblent la santé mentale. On peut légitimement demander pourquoi. De notre point de vue, comme mentionné Michel un peu tantôt, il existe plusieurs facteurs interdépendants qui pourraient expliquer la hausse de la popularité de ces applications. En premier lieu, le déclin de la responsabilité étatique et collective en matière de santé. Ce déclin est concomitant avec l'apparition d'un modèle de soins de santé davantage préventif, et participatif. Autre explication, avec la pression exercée en continu sur les services de santé, l'auto-soin est considéré par ses défenseurs comme une solution rentable. Les applications de santé mobile représentent un moyen par lequel les individus peuvent s'auto-administrer de soins et de manière non guidée. Aussi, les restrictions, comme mentionné Michel, pour accéder à des services de santé en personne lors de la pandémie de COVID-19, ainsi que l'accent qui a été mis pendant cette période sur l'importance de surveillance de la santé personnelle, on pense que ça a renforcé cette tendance. Une augmentation qui se confirme aujourd'hui alors que l'auto-soin ou self-care, ainsi que self-tracking, qui est une autre culture liée, continue de se développer pour devenir une tendance culturelle. Alors, tous ces facteurs, à notre avis, expliquent un peu explique, selon nous, l'individu a désormais plus de responsabilités qu'auparavant en matière de gestion de la santé. Alors, pouvons-nous faire confiance à ces applications et avec autant d'entre elles disponibles, comment choisir celle qui nous convient le mieux et selon quels critères? On se demande tous, je pense. Huang et ses collègues ont montré que l'adoption ou la sélection d'une application de santé mobile est un processus cognitif complexe qui se fait selon un grand nombre de variables et d'informations différentes telles que le prix, les titres, les descriptions, aussi bien que les enjeux de confidentialité. Mais qu'en est-il de la visibilité d'une application? Est-il vrai que parfois nous prenons simplement la première option qui nous est présentée? Dans une étude menée par Doug Ruel et ses collègues, il est indiqué que cela est parfois le cas. Ces chercheurs ont exploré le processus de décision qui interviennent pendant la sélection d'une application, tout particulièrement les heuristiques ou autrement dit les raccourcis de pensée. Ils ont identifié 5 heuristiques dans la prise de décision. Parmi celles-ci, 4 d'entre elles étaient des variantes de l'heuristique « prends le premier ». C'est ce qui signifie que les participants de cette étude avaient tendance à naviguer rapidement sur les plateformes d'application sans tenir compte des informations disponibles, préférant ainsi télécharger des apps sur le seul critère qu'elles étaient très bien notées ou classées. Mes collègues Michel et Diane et moi-même, nous avons trouvé les résultats de cette étude intéressants dans la mesure où ils soulignent à quel point la visibilité d'une application ou la préscience accordée à une app par rapport à une autre influence le choix final du utilisateur. Alors, nous nous sommes dit,
Si les applications les plus visibles sont celles qui sont les plus susceptibles d'être choisies, dans quelle mesure ces applications ont-ils des fondements scientifiques? Nous avons également cherché à savoir dans quelle mesure ces informations sur les fondements scientifiques étaient accessibles au moment de l'achat. En prenant des applications de sommeil comme exemple, nous avons mené une étude de recherche afin de répondre à ces questions. Alors, dans un premier temps, nous avons reproduit au mieux de nos capacités la recherche typique d'une application de sommeil par un utilisateur. Pour ce faire, nous avons d'abord effectué une recherche par mots-clés dans Google Play, ainsi qu'une recherche basique dans le moteur de recherche Google. L'application pour le sommeil ou meilleure app pour les problèmes de sommeil ont été, entre autres, les termes de recherche utilisés. Puisque les apps les plus visibles étaient celles qui nous intéressaient, ce sont les noms des applications qui apparaissaient sur la première page de résultats de Google Play que nous avons pris en note. Quant à la première page de résultats de la recherche Google, nous avons cliqué sur chacun des liens afin d'extraire le nom de toutes les applications qui figuraient sur ces pages. Ensuite, nous avons examiné les descriptions des applications, d'évaluer les fondements scientifiques qui y étaient mises de l'avant. Et finalement, pour chacune des applications, les fondements scientifiques, soit explicites ou non dans leur description, nous avons effectué une recherche PubMed pour évaluer s'il existait une étude de recherche liée à l'application. Alors, cette recherche a abouti à l'inclusion de 53 applications dans notre analyse finale. Parmi ces 53 applications, les résultats ont révélé qu'un tiers d'entre elles n'étaient pas dédiées à l'autogestion de sommeil seul. Les 53 apps comprenaient toutes de nombreuses fonctionnalités. Parmi celles-ci, un tiers des applications avaient pour fonctionnalité principale les enregistrements sonores. Afin d'évaluer les fondements scientifiques mis de l'avant dans les descriptions d'applications de Google Play, nous avons organisé les informations recueillies en 4 catégories. Ces catégories prenaient en compte 2 aspects. 1, allégations ou proclamations de fondements scientifiques faites dans la description de l'application et 2, le fait que l'utilisateur soit redirigé vers une source secondaire contenant plus d'informations sur les fondements scientifiques sous-mentionnés. Et comme vous pouvez le constater, la grande majorité des applications entraient dans cette catégorie, aucune allégation, aucune redirection. C'est ce qui signifie que pour 45 applications, aucune allégation et aucune redirection vers des preuves scientifiques n'était faite dans la description de l'application sur Google Play. L'étape suivante a été d'examiner s'il existait des fondements scientifiques documentés pour chacun des 53 apps. Les résultats ont montré que seules 3 des 53 applications, s'appuyaient sur des études de recherche publiées et évaluées par des pairs. Et pour ces 3 applications, la majorité de ces études ont été faites pour tester l'impact de l'application sur des aspects de la santé qui n'étaient pas le sommeil. Il est d'autant plus intéressant de noter que dans 5 études de notre analyse, il existait une affiliation entre l'auteur de l'étude et la compagnie de l'application testée. Alors, que nous a appris cet exercice? Tout d'abord, que tout de même un tiers des applications de sommeil qui bénéficient d'une grande visibilité ne sont pas spécifiquement destinées à l'autogestion de sommeil. Ensuite, qu'il existe pour l'instant aucun moyen de filtrer une recherche concernant des applications de sommeil en fonction des fondements scientifiques de celles-ci. C'est ce qui peut être particulièrement problématique, on pense, pour des personnes souffrant de problèmes de sommeil plus graves. Ceux-ci pourraient être naturellement plus enclins à effectuer une recherche en se basant sur des fondements scientifiques des applications. Et cette absence de filtre
les empêchent donc de faire un choix éclairé. Finalement, que les premiers choix proposés dans le cadre de notre recherche ne sont pas toujours ceux qui s'appuient le plus sur des fondements scientifiques. 45 de ces applications ne se donnent même pas la peine de mentionner quelconque étude scientifique dans leur description. Alors, faire face à ces résultats, nous proposons une recommandation. La rencontre utilisateur-application peut être améliorée par un meilleur filtrage des applications sur les plateformes de sélection majeures, notamment en prenant compte d'autres catégories. Par exemple, la gravité des problèmes de sommeil ou selon les antécédents médicaux, santé physique, santé mentale. Alors, pour terminer, nous voulons souligner que dans un contexte où la prise de responsabilité individuelle en matière de soins de santé est de plus en plus poussée, il est d'autant plus nécessaire d'améliorer les outils de sélection mis à la disposition des utilisateurs et encourage la présence d'informations transparentes sur les sources scientifiques soutenant chaque application. Je vous remercie de votre attention ce matin. Merci beaucoup, Nive. Quand on entend ça, on se dit, c'est pas nécessairement ce que vous auriez aimé entendre, mais c'est ce que vous savez tout au fond de vous-même, parce que quand c'est tout, en fait, rien n'est gratuit dans le fond. Puis ce qui nous apparaît simple et autopromotionnel, c'est pas nécessairement non plus ce qu'il y a de plus nécessairement de plus utile pour nous. Par contre, il y a des efforts qui se font pour nous aider, pour nous guider. Et hier, je parlais, si on veut parler des applications, puis de les catégoriser, puis de leur donner des standards, je disais, il y a des guides qui sont en cours de développement. Hier, j'ai mentionné, si vous allez sur le site de la Commission de santé mentale du Canada, ils ont aussi émis toute une série de normes puis de caractéristiques. Et ils sont en train de travailler même sur une bibliothèque de sites dans le domaine de la santé mentale. Il y a aussi des gens comme Diane Boivin, qui est une spécialiste dans le domaine du sommeil, puis avec qui on travaille pour développer une application sur la santé mentale. Puis je l'ai invité à se joindre à nous pour nous expliquer c'est quoi les étapes qu'un spécialiste comme elle a suivi en impliquant la recherche aussi dans le développement. Et en fait, ce qui nous a motivés à faire l'étude qu'on vient de vous présenter, c'était surtout en se disant, s'il y a des gens comme Diane qui mettent tant d'efforts à développer des applications qui sont fondées sur la recherche et sur les évidences cliniques, est-ce qu'elles ont des chances d'être utilisées si elles n'apparaissent pas dans les répertoires communs? En fait, c'est comme on aurait beau faire une autre Mona Lisa, c'est pas au musée du Louvre, puis elle apparaît dans le sous-sol de quelqu'un, là, c'est pas sûr que ça va être vu et apprécié. Alors, c'est une drôle d'introduction, mais c'est... Diane, t'es avec nous? Ah oui, ça c'est la référence. L'article dont Yves parlait vient toujours, s'il est tout chaud, il vient juste d'être publié. Alors, OK, Diane. Alors, vous voyez, Diane, c'est flatteur, là, je t'ai comparé à Mona Lisa tantôt. Est-ce que tu veux que je change tes diapos? Est-ce qu'elle peut Diane, est-ce que ton micro est ouvert? Diane, es-tu réveillée? Ah non, j'entends son rire. Quelqu'un qui travaille sur le sommeil, on ne sait jamais ce qu'ils font dans leurs heures de travail. Michel, Attends. Tu m'as muté.
Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Est-ce que le tu m'entends? technicien. Oui, on t'entend, là. Alors, Ah, OK, tout le monde bon, t'entend. ça marche. On a OK, plus, on est à combien? faut que j'arrête de dire des Samuel, on niaiseries. a combien de gens qui sont en ligne, là, actuellement? Parce que quelqu'un 214, on a baissé. avait mis sous silence la Mona Lisa. Mais écoute, quelle comparaison. Ben, fais un beau sourire, on va être content. Bonjour. M'enlever mes lunettes. Bonjour. C'est bien moi. D'abord, merci pour la belle introduction, puis merci pour votre intérêt. Je dis, je dis pas on a l'approche idéale, mais c'est une approche qui est scientifiquement guidée, puis qui a été faite pendant la COVID, en fait, parce que il y avait un besoin de développer des outils digitaux pour aider les travailleurs de la santé. Fait qu'on a commencé un processus que je vais décrire euh, et qui nous a amené à une certaine étape qui est pas encore finalisée, mais on va vous expliquer le déroulement de ces étapes-là. Ça a quand même été beaucoup de travail. Donc, est-ce que c'est moi qui contrôle les diapos ou c'est vous autres? Je vais on a tout mis ici. Je peux te changer. Tu me OK. donnes le signal. La prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, c'était quoi le but? Ouais, c'est bon, on peut passer à la Est-ce que tu veux que je prochaine. recule? Tu Non, me cliques, là. tu peux avancer. OK. Donc, les objectifs, c'était de créer un outil numérique, comme j'ai mentionné, pour améliorer le sommeil et réduire la fatigue des équipes cliniques, particulièrement lors de la pandémie. On s'est rendu compte qu'il y avait ces problématiques-là avant, on le savait, mais c'est comme explosé pendant la pandémie. Il y a eu d'abord une revue de littérature qui a été faite par Nive. Il y a eu ensuite une enquête menée au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Il y a eu des groupes de discussion aussi pour s'assurer de développer un outil qui répondait aux besoins puis au contexte dans lequel il serait utilisé. La prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, la revue de littérature portait sur la prévalence des perturbations du sommeil. Puis, entre autres, on s'interrogeait à son impact pour les équipes cliniques. Puis, on a mis l'accent aussi sur les horaires atypiques de travail parce que c'est notre dada aussi d'explorer les troubles d'adaptation au travail sur horaire atypique. Et Nive a mené une revue de littérature de tout ce qui a été publié dans le monde pendant la pandémie. Et on a vu des associations significatives avec comme facteur de risque le sexe féminin, le fait d'être des équipes cliniques de première ligne, et le fait également de travailler sur des horaires atypiques et s'il y avait aussi des facteurs psychologiques en place comme le stress, l'anxiété, que tout ça, ça allait aussi contribuer au développement de perturbations du sommeil puis de fatigue. On a vu dans ces papiers le besoin d'avoir du soutien pour les équipes cliniques pour passer à travers ces moments difficiles et même au-delà de ça. Donc, on s'est dit, oui, ça serait une bonne idée de développer un outil digital de soutien. Donc, c'est une bonne idée qu'on nous ait donné cette subvention, qui est une subvention du NRC en passant, et que c'est important dans cet outil de considérer les facteurs de risque, puis d'en parler directement, puis de transmettre cette information. La prochaine étape, donc, on s'est demandé, excuse la prochaine diapo, Michel. Merci beaucoup. Donc, on s'est demandé, est-ce que ce qui se passe dans notre institution clinique, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, est aussi cohérent avec ce que la revue de littérature a montré. Donc, on a lancé une enquête, une courte enquête. Alors, on a eu plusieurs réunions de discussion, le groupe de travail, puis je vais le remercier à la fin de la présentation. C'est comme vous allez voir, un groupe multidisciplinaire auquel
Michel participait, Nive participait, des représentants du NRC et d'autres personnes aussi. Dont Manuela Ferrari, qui est spécialiste en développement d'outils digitaux. On a développé un court questionnaire parce qu'on voulait rejoindre les gens qui sont probablement très fatigués au départ, puis on voulait qu'il y en ait beaucoup qui répondent. Ça a été administré par web, par papier. C'était par papier parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec les questionnaires papier. On a eu beaucoup de support de l'organisation pour publiciser puis mener la recherche. Et ça a eu beaucoup de succès, cette enquête. De juin à août 2021, là, seulement en quelques mois pendant la pandémie, on a eu 1411 répondants et grande majorité de femmes, 80%, 35% d'infirmières, 67% étaient sur horaire régulier de jour, ce qui veut dire que les autres étaient sur des horaires qu'on peut dire atypiques, sans nécessairement que ça soit que des nuits. C'était des horaires irréguliers, donc des horaires à risque de production de fatigue. La prochaine diapo, s'il te plaît. Là, naturellement, on ne présentera pas tous les résultats, mais on a vu qu'il y avait une problématique réelle là, qui était cohérente avec ce que la revue de littérature a montré. Il y avait des symptômes d'insomnie, la plupart du temps ou tout le temps, chez plus du tiers des gens, avec interférence avec le fonctionnement quotidien de 37%, sensation de fatigue ou manque d'énergie, la plupart du temps ou tout le temps, 40%, sommeil aggravé par la pandémie, soit 55%, fatigue aggravée par la pandémie, 70%. Donc, je pense que ça parle, puis c'est quand même des pourcentages plus élevés que ce qu'on observe dans la population générale. Facteurs de risque, encore en cohérence avec les revues de littérature, sexe féminin, travail de nuit et le fait d'être en contact avec des patients COVID. Donc, c'est sûr que toutes les procédures de protection, du contrôle des infections, le stress de contracter la COVID, de le transférer à d'autres patients, à des membres de sa famille, ou de devoir s'isoler des membres de sa famille quand déjà on fait beaucoup de travail et de temps supplémentaire, ce sont des facteurs de risque. Et les semaines de travail, oui. Diane, je pense que c'était mieux d'accélérer le rythme. Là, oui, OK, on va... maximum 5 minutes. OK, très bien. Donc, et les longues semaines de travail, on va passer à la prochaine diapo. On a demandé aussi qu'est-ce que les gens perçoivent comme cause de fatigue et encore là, c'était cohérent. Beaucoup de facteurs psychologiques qui perturbent le sommeil et les perturbations du sommeil engendrent la fatigue. La prochaine diapo. On a demandé l'utilisation d'aide d'outils pour améliorer d'outils digitaux, puis beaucoup de gens utilisaient des outils digitaux. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc là, on a fait des entrevues clients pour essayer de sélectionner les aspects de l'outil digital. On va y arriver rapidement. On y va, Michel, la prochaine diapo. Et donc, on est arrivé avec un concept qui fonctionnait pour le groupe en question. On voulait quelque chose qui est pas demandant physiquement. Fait qu'on a fait une série de petites capsules audio d'à peu près 5 minutes chaque. En tout, il y en a eu pour 7 heures d'enregistrement. Puis on a développé un format de téléphone intelligent. C'est pas encore rendu sur le téléphone intelligent, mais on a suivi les recommandations qu'on nous a formulées, les informations. Puis on a utilisé un code de couleur. Quand c'est vert, c'est comment ça marche quand tout va bien. Quand c'est rouge, qu'est-ce qui arrive quand ça va moins bien? Puis quel genre de conseils on peut suivre pour que ça fonctionne mieux quand ça va mal? La prochaine diapo. Donc ici, on a des exemples. Quand ça va moins bien, ben, on a différents chapitres. Perturbation du sommeil, fatigue, pathologie du sommeil, horaire atypique. C'est quoi les impacts de ça? Puis là, ben, si on clique sur un, on voit encore plusieurs sous-catégories. Puis, les personnes ont la possibilité
de prendre des choses puis de l'envoyer dans leurs favoris. Puis la prochaine diapo, s'il te plaît. Puis donc, les leçons tirées de ce projet, c'est que c'est important d'impliquer les utilisateurs, utilisatrices dans tous les aspects du projet. C'est vraiment un avantage d'avoir une équipe pluridisciplinaire. La prochaine diapo, s'il te plaît. Et voici les autres membres de l'équipe. Comme vous voyez, ben c'est une équipe pluridisciplinaire. Je suis la seule qui est vraiment comme spécialisée en recherche sur le sommeil, des rythmes circadiens. Michel, qui est que vous connaissez très bien. Manuela, qui est spécialiste en applications digitales. Nive, qu'on vient de voir discuter. Philippe, qui est mon associé. Bon, les autres, c'est comme plus des associés. Wendy, qui est une infirmière qui travaille sur des horaires. Et des participants du CNRC. Puis il y avait Patricia aussi qui a l'idée le projet au CNRC. Donc, Pour ceux qui ne sont pas des chercheurs, le CNRC, c'est le Conseil national de recherche du Canada. C'est eux qui ont financé ce projet-là. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est notre expérience. Bon, il y a une autre étape qui reste à faire, c'est d'amener le développement technologique à un autre point où est-ce que c'est plus facilement utilisable à grande échelle. Mais je pense qu'on va avoir une belle présentation sur l'expérience de Tania tout de suite après. Donc, on aurait pu s'asseoir puis sortir quelque chose de notre chapeau, mais nous, je pense que c'est important qu'on développe un outil qu'il réponde à un besoin des utilisateurs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait le travail. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Diane. Alors, vous voyez, Diane, c'est une clinicienne qui est chercheur aussi et qui est médecin. Personne n'est parfait. Et avec qui on a travaillé et qui a suivi toutes les étapes. Et je réitère ce que je disais tantôt. Est-ce que ça va devenir visible, utilisé? Comment? C'est ce que Tania, elle a défié. Et elle peut nous parler un peu en fait, beaucoup, parce que c'était notre dernière conférencière. Alors, est-ce que tu vas changer toi-même? Oui, je vais changer moi-même, merci. Donc, next, c'est ça. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Tania Lecomte, je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Je dirige aussi le Réseau canadien pour la recherche en schizophrénie et en psychose. Donc, on m'a demandé de parler de Chill Time. Diane a fait un bel aperçu là, de tout ce qui vient avant le développement d'une application. Nous aussi, en fait, l'application venait pour répondre à un besoin. Et j'ai un étudiant au doctorat, Antoine, qui a comme un peu, en fait, a eu l'idée. Il a dit, peut-être pour répondre à un besoin, comment on fait pour aider des personnes qui peuvent avoir des problématiques, des fois multiples, sans offrir nécessairement des interventions toujours distinctes, peut-être d'y aller de manière plus globale à la base. Quand on a des difficultés, nos difficultés, c'est souvent gérer le stress ou gérer nos émotions. Donc, on appelle ça la régulation émotionnelle. Donc, si on offrait quelque chose qui permettait de mieux s'auto-réguler, de réguler les émotions, un peu à type plus préventif, ça pourrait peut-être éviter justement des moments de crise ou des moments d'utilisation de mauvaises stratégies qui pourraient aggraver nos problèmes. Donc, Chill Time au départ, puis je vais vous présenter très rapidement, avait pas une visée nécessairement pour tous, pas très transdiagnostic, mais on a réalisé en cours de route que ce l'était en fait parce que toutes les stratégies pouvaient être utilisées pour la plupart des troubles ou à la plupart des difficultés psychologiques qu'on peut rencontrer. Donc, ça a l'air de quoi, Chill Time? C'est une application qui accompagne la personne, qui va vous envoyer des notifications pour dire comment ça va. Et donc, elle va proposer, si on dit que ça va pas, d'utiliser des stratégies. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle dans le sens que l'application va se rappeler
de qu'est-ce que on a utilisé, qu'on a dit que ça nous a aidé. Et donc, à chaque fois, vous nous proposez, quand on dit que ça va pas, vous nous proposez une stratégie qui nous a déjà aidé, plus une qu'on n'a jamais essayée, pour justement nous exposer à plus de stratégies. L'idée, c'est vraiment de pas avoir à penser si je file pas, qu'est-ce que j'utilise. On a une petite vidéo juste pour vous mettre un petit peu un aperçu de quoi ça a. Est-ce que c'est possible de montrer la vidéo? Ouais. Donc, ça a été fait en période COVID, là, donc désolée pour la qualité, là. Aider à gérer les émotions difficiles, à gérer notre stress, à nous proposer des stratégies de coping efficaces dans des moments difficiles du quotidien. Cette application nommée Chill Time a été développée spécifiquement en tête pour les personnes qui ont un problème de santé mentale ainsi qu'un problème de toxicomanie. Certainement, l'application peut être utilisée par d'autres personnes, mais elle a été conçue justement pour être facile d'accès, être pas trop lourde cognitivement et offrir des stratégies qui peuvent être utiles dans le moment présent et qui ne demandent pas beaucoup de planification. Chill Time est une application qui offre de manière spontanée à plusieurs moments dans la journée, lorsque le téléphone vibre, va lui proposer 2 stratégies. Parmi celles-ci, la personne en choisit une, et si elle est contente, elle le mentionne par la suite que la stratégie l'a aidée. 20 stratégies au total sont proposées, sont accessibles dans l'application, et ces stratégies vont toucher à des aspects cognitifs, émotifs, comportementaux ou spirituels. Et certaines, elles sont accompagnées soit d'images, soit d'une voix qui explique comment utiliser la stratégie. Donc, la personne est accompagnée tout le long. C'est un outil clinique qui peut être très pertinent tant pour les personnes qui ont un problème de santé mentale et qui veulent utiliser des stratégies de coping plus saines, que pour les intervenants, justement, qui cherchent des outils pour accompagner leur clientèle entre les rencontres. Notre Merci, premier vous pouvez projet l'arrêter a eu ici. pour but de fournir une Ouais. aide informatique. Hop, merci. On va revenir à... Merci. Donc, c'est une application qui a quand même une utilité clinique parce que toutes les stratégies peuvent être utilisées dans le moment présent. Donc, on n'a pas besoin de planification. Puis quelqu'un qui a des problèmes d'impulsivité, ça peut vraiment être super pratique. On peut l'offrir en liste d'attente. Donc, l'idée, c'est, admettons qu'il n'y a pas accès à un service, ben qu'est-ce que je fais en attendant? Ben peut-être que les stratégies peuvent être utiles. Nous, on le voit beaucoup comme quelque chose de préventif. Il y a beaucoup de stratégies de pleine conscience qui sont proposées, donc ça peut être très utile justement pour si vous offrez un traitement plus de 3e vague, ça complémente bien. Puis ben ça peut aussi être utilisé entre les rencontres, là, tu sais, si au lieu d'avoir un devoir papier crayon, tu dis ben la personne peut utiliser l'application pour pratiquer certaines stratégies. Comment on est venu à développer cette application-là? Ben, dans un premier temps, quand on veut développer une application, ben, on peut pas juste dire, OK, ça me tente, qu'est-ce que je fais? Il faut vraiment avoir une équipe d'experts. Donc, des experts en santé mentale digitale aussi, comme Yasser, en toxicomanie, en application mobile. Donc, on a besoin des ingénieurs, des informaticiens, mais aussi des spécialistes dans le domaine. Et donc, nous aussi, dans un premier temps, on est parti d'une revue littérature. Donc, c'était quoi les meilleures stratégies qui sont reconnues empiriquement? Les applications mobiles, là, quand on a dit il y a de tout et de rien, là, en faisant la revue littérature, on a trouvé des gens qui proposaient des applications que pour gérer la manie, de prendre beaucoup d'alcool, tu sais. Je veux dire, il y a aucune donnée probante qui encourage de saouler quand on est en manie, là, tu sais. Donc, il y a vraiment n'importe quoi. C'est important de dire, OK, ben, qu'est-ce qui est démontré qui fonctionne pour gérer mon stress, pour gérer des émotions difficiles? C'est quoi les stratégies qui fonctionnent? Et donc, on est allé chercher ces stratégies-là. On a fait un tri, on voulait pas qu'il y en ait trop non plus pour que ça soit mélangeant. Donc, et après ça, on avait nos priorités. On dit, ben, OK, il faut que ça soit facile à utiliser. Tu sais, si tu es en manque ou si tu as des difficultés cognitives, ben, ça soit pas un obstacle. Donc, ça soit facile à utiliser, qu'il n'y a pas beaucoup de texte écrit, qu'il y a un accompagnement auditif et visuel.
facile à comprendre, facile à utiliser. Pas besoin d'y penser, l'application peut proposer. Donc oui, on peut jouer dedans par soi-même, aller chercher ce qu'on veut, mais l'application va vers nous. 2 fois par jour, elle envoie une notification, « Hey, comment ça va? » Et donc, elle nous rappelle un peu qu'elle existe, puis on peut choisir à ce moment-là de l'utiliser. Et toutes les stratégies sont accessibles en moins de 2 clics. Donc, il n'y a pas de grande section d'éducation, de psychoéducation, d'explication, c'est juste bang, tu y vas. Une fois qu'on l'a développé, donc avec la compagnie Psyx, là, avec nos ingénieurs, donc la façon de faire après, c'est voir l'expérience utilisateur. Donc on demande à du monde, là on a demandé à des jeunes qui avaient un trouble psychotique de jouer avec pendant 1 heure de temps, puis nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, y a-t-il des choses qu'on pourrait changer. Évidemment, dans les limites de notre budget, hein, on avait plein d'idées, je pourrais vous montrer, on voulait des avatars, on voulait des vidéos, on voulait plein de choses, mais ça coûte une fortune, ok. Et donc, juste, nous, on avait un petit budget, on avait des petits fonds, donc ce que je vous montre, là, ça nous a coûté quand même 60 000 $ à faire pour avoir la version française, anglaise, iOS et Android, t'sais. Mais pour ce qu'on voulait faire, ça aurait probablement été plus que 300 000. Donc, on a demandé aux gens de jouer avec, puis on a intégré leurs commentaires dans la mesure du possible. Après ça, on a fait une première étude. Donc, encore là, avec un petit budget, on a recruté 13 personnes qui avaient un trouble psychotique et aussi un trouble de consommation. Et on leur demandait d'utiliser l'application pendant 1 mois, pendant 30 jours. Puis, à la fin, soit ils pouvaient garder le téléphone, c'est un nouveau téléphone, ou alors on lui payait 60 $. Puis, pendant 1 mois, pas de suivi, allez-y, utilisez-la comme vous le sentez. Ce qui nous intéressait, c'est un peu ce qu'il y a ça à présenter, c'est est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser? Est-ce que les gens vont aimer ça? Puis, ça change-tu quelque chose de l'utiliser? Tu sais, on a mentionné, on avait fait une grosse revue de littérature, une méta-review, où on voyait que, tu sais, des fois, si on n'offre pas beaucoup de soutien, les gens, l'impact est moyen. Tu sais, des fois, pour avoir un impact, il faut qu'il y ait plus d'interaction. Mais bon, c'était une première étude, donc on voulait regarder l'utilisation réelle, l'effet potentiel et aussi la satisfaction. Ce qu'on a eu comme résultat pour cette étude-là, c'est que sur les personnes qui l'ont utilisé, la moitié l'ont utilisé chaque jour et les autres, c'est à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc, il y avait quand même un niveau d'utilisation qui n'était pas si mal. Les effets, on n'a pas eu d'effet sur nos mesures de symptômes, qui étaient des mesures auto-rapportées surtout. On n'a pas eu d'effet sur ce qu'on cherchait nécessairement au niveau des symptômes. Mais on a eu un résultat, mais je ne sais pas si c'est lié à notre application parce qu'on n'avait pas de groupe contrôle. On a eu un effet sur la consommation. C'est-à-dire que le mois avant d'utiliser l'application, les jeunes consommaient beaucoup plus que le mois pendant qu'ils utilisaient l'application. Donc, tant au niveau du nombre de grammes et du nombre de jours de consommation. Mais encore là, c'est une étude pilote, on n'avait pas de groupe contrôle. Est-ce que c'est à cause de l'application ou ils recevaient un traitement en plus qui avait un impact? On ne pouvait pas le savoir, mais on a dit, OK, c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose là. Et surtout que 90% disaient, oui, je le recommanderais à un ami, je la trouve vraiment cool, votre application, je la trouve très aidante. Et on voyait qu'ils avaient tendance à retourner toujours vers certaines stratégies qu'ils aimaient vraiment plus que d'autres. Donc, il y avait des stratégies qui étaient vraiment plus populaires. Ça nous a amené à une deuxième étude. On a dit, OK, finalement, on a réalisé que notre application, elle était assez généraliste. Et pourquoi ne pas aller avant que les gens développent des problèmes, puis carrément des écoles secondaires, des jeunes de 15 ans, puis dire, souvent c'est là que ça commence à se développer. Si eux autres apprenaient à utiliser des stratégies de coping, d'adaptation saines, quand ça va pas, au lieu de prendre des mauvaises habitudes puis se mettre à fumer plus de pot, puis là des problèmes se développent, peut-être qu'on pourrait justement les aider puis que ça pourrait avoir un effet préventif. Donc, on est allé dans 2 écoles secondaires privées, puis la raison simple du privé, c'est parce que c'est une étude pilote, on avait 1 an pour la faire, puis la commission scolaire, avant qu'on donne l'approbation éthique pour une étude, ça peut prendre 1 an et demi, là, alors que dans le privé, c'était plus rapide. Donc, on est allé dans 2 écoles privées, une de banlieue puis une de Montréal, puis on a proposé qui s'attendent de participer à l'étude, puis on a 60 étudiants qui ont accepté de participer. La moitié, on leur a donné l'application.
l'autre moitié, juste les mesures habituelles. Puis, encore là, c'était pendant 1 mois. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais pas vous présenter toutes les graphiques avec les résultats, mais essentiellement, on n'a pas eu de gros résultats sur la santé mentale, sur les symptômes, mais ceux qui avaient accès à l'application utilisaient beaucoup plus de stratégies de coping saines que ceux qui n'avaient pas l'application. C'est quoi les stratégies saines? Ben, par exemple, ça va être d'essayer de se calmer ou d'essayer de trouver des façons de surmonter les difficultés versus juste se distraire ou consommer ou, éviter. Ce premier résultat, ça, c'était intéressant. Le deuxième résultat que j'ai trouvé encore, pour ma part, plus intéressant, c'était de voir, ben, parmi ceux qui utilisaient l'application, il y avait une différence si tu l'utilisais quasiment pas, si tu l'utilisais souvent. Et ce qu'on voit ici, ça, c'est pour l'utilisation de substances. Les personnes qui utilisaient l'application moins de 5 fois ont continué et consommaient beaucoup plus de cannabis et d'alcool pendant le mois que les jeunes de 15 ans qui l'utilisaient plus que 5 fois. Et ce qu'on voit, c'est il y a vraiment un effet de plus tu utilises l'application, moins tu consommes. Donc, ça retrouve un peu notre idée qu'on avait avec notre premier groupe, que, OK, il y a peut-être quelque chose là, que ça aide. Et on sait que les jeunes peuvent consommer pour plein de raisons, pour le fun, mais aussi pour gérer des émotions difficiles ou le stress. Et donc, vu qu'on offre des nouvelles stratégies, ben peut-être que ça peut avoir un impact justement à apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions difficiles. Pour revenir aussi sur combien de gens l'utilisent vraiment dans le temps, mais là, c'est la réalité de 27% l'ont utilisé juste 5 fois ou moins. 31% entre 5 et 10 fois. 23% entre 10 et 20 fois. Et seulement 20% ont utilisé l'application plus que 20 fois dans le mois. Ça nous ramène toujours à l'idée de même si on développe quelque chose qui fonctionne, qui est utile, qu'est-ce qui fait que les jeunes vont continuer à l'utiliser? Okay? Et c'est un défi. Qu'est-ce qu'on souhaite faire pour le futur? Bien, dans un premier temps, si on avait de l'argent, on aimerait améliorer beaucoup l'application pour justement avoir l'intelligence artificielle, pas juste sur c'est quoi les stratégies qui ont aidé la personne, mais pour que l'application envoie les notifications au moment où la personne a le plus de besoin. C'est-tu le vendredi soir? C'est-tu après l'école? On aurait aimé ça que ça soit plus interactif, plus de vidéos. Les jeunes, trouvaient aussi que le fait qu'il y ait juste une couleur, des fois, c'est un petit peu terne. Yasser l'a mentionné, puis dans toutes ces applications Stop, un des aspects qui est le plus efficace, c'est d'avoir des forums, d'avoir la chance d'échanger avec d'autres jeunes. Donc, de pouvoir créer des échanges en ligne avec d'autres personnes est aussi très utile. Un petit peu trop vite, des secondes. On souhaite aussi faire du co-développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, ben, nous, on est parti avec une idée, on sait les stratégies qui fonctionnent, on sait que ça marche. Qu'est-ce qui va faire que ça va être assez sexy comme application, assez attirante pour que les jeunes veulent embarquer dessus? C'est pas juste les pubs sur TikTok qui vont marcher. Et donc, là, on veut retourner un peu sur la plage de dessin, puis faire du co-design, du co-développement pour le visuel, pour comment interagir avec l'application. Et donc, là, on est en train d'essayer de trouver des fonds là, pour même aller plus loin, pour que l'application soit même capable, avec une nouvelle étude, là, d'être capable de déceler quand la personne a peut-être besoin de l'aide pour de vrai. Nous, on n'est pas dans l'auto-soin. On est prévention. Moi, je considère que quand un jeune a besoin d'aide, il faut qu'il aille chercher de l'aide pour de vrai. Là, t'sais. Et donc, comment diriger la personne par rapport à l'aide qu'elle aurait besoin en réalité et d'être capable de déceler quand la personne commence à vivre la détresse. J'ai une petite vidéo rapide à vous montrer de Luc Vigneault, que vous connaissez sûrement, qui l'a essayé. J'ai demandé de l'essayer, l'application, puis de me donner son feedback. Donc, Plusieurs années, vivre un peu avec le J-Time, son application, c'est vraiment merveilleux. Tu sais, c'est comme des intervenants qui sont partout. Tu t'appelles conscience, des exercices, comment j'aimerais, etc. Et puis, des fois, juste le fait de l'avoir sur moi, là, ça a eu un effet sécurisant. C'est bien fait, c'est convivial, c'est écrit dans un langage clair. J'ai beaucoup aimé ça. Merci.
d'avoir conçu cette magnifique application. OK. Donc, j'ai une dernière diapo pour vous. Donc, après toutes ces présentations-là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, on doit retenir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'applications qui sont fondées sur la science, sur la clinique, sur la psychologie. Il y en a 15%, moins de 15% des applications en santé mentale qui ont un soutien empirique. Puis soutien empirique, je parle même pas qui ont été étudiés, je parle que même ce qui est inclus dans l'application est reconnu. Donc ça, c'est une première chose. Très peu d'informations est disponible sur les apps en français, lesquelles qui sont les meilleures, lesquelles qui ont du soutien empirique. Il y a des initiatives canadiennes et québécoises qui sont en cours pour documenter, pour qu'on ait la possibilité d'aller voir, OK, c'est quoi le niveau de soutien empirique de telle app? Est-ce que ça inclut des aspects qui sont reconnus? Est-ce qu'il y a eu une étude pilote? Est-ce qu'il y a eu un essai clinique randomisé qui serait le summum? Donc, tu sais, jusqu'où on est allé avec l'étude? Est-ce que ça vraiment, il y a du soutien? Quelques exemples d'apps en français. Yasser en avait mentionné, mais il y en a de Petit Bambou, tu vois, a pas été étudié, mais tout ce qui est dedans a été développé par des experts. Donc, c'est fait par une équipe d'experts, des chercheurs et des cliniciens experts en méditation. iSmart a été développé par l'équipe de Sonia Lupien, c'est des experts en stress. Encore là, peu étudié, plus d'études pilotes, mais tout ce que ça inclut, c'est des experts. Stop Cannabis, Stop Tabac, etc., très reconnu, il y a ça à mentionner. Chilton, je viens de vous en parler, plus fort, est toujours sous étude. On n'a pas encore un essai randomisé, mais plus fort, c'est pour aider les jeunes à vaincre l'intimidation à l'école. Muse, c'est plus sur la détente, le sommeil. APAP, c'est une application qui aide à travailler dans un contexte plus cognitif, comportemental en lien avec l'anxiété. Quelques exemples, il y en a d'autres. Il y a des applications ça c'est celle que vous pouvez présentement trouver en ligne, là. Chilltime est gratuite pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que ça coûte cher à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Apple ou de Android. Il faut que nous, on paye pour mettre à jour l'application. Donc, je sais pas combien de temps on va réussir à trouver des sous. Peut-être qu'une compagnie, à un moment donné, va juste nous la prendre, mais pour l'instant, c'est gratuit si ça vous intéresse. Faut garder en tête qu'il y a des nouvelles applications qui vont sortir. D'ailleurs, là, je vois Anne ici, il y a une nouvelle application pour les jeunes qui ont un trouble psychotique pour gérer le cannabis, mais est sous étude et sous essai clinique randomisé, mais pas encore disponible grand public. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire, il y a de l'espoir, ça s'en vient. Vous allez avoir des guides qui vont s'en venir et de plus en plus d'applications en français aussi qui s'en viennent. Mais ce n'est pas si simple que ça à développer et ça prend du temps à faire de la recherche. Donc, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui décident de couper coin rond puis de sauter la recherche puis juste vendre leurs produits puis faire de l'argent. Alors, voilà pour moi. Donc, au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Tania. En fait, c'est peut-être ça qu'on devrait faire pour financer. On devrait nous aussi se mettre dans la business de vente ou des abonnements ou vendre les données personnelles. Il y a plein de stratégies. Écoutez, c'est génial parce que nos conférenciers ont été très efficaces et ça nous laisse un peu de temps pour des échanges avec eux. S'il y a des questions ici, je ne sais pas, Samuel, si Diana t'envoie des choses ou moi, si j'en souhaite. Parce que là, tantôt, on avait 225 en ligne. Je ne sais pas si ils ont laissé des questions. On en avait déjà reçu qui étaient beaucoup sur, oui, mais qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce que je peux utiliser? Quels sont les meilleurs? Vous avez répondu pas mal bien à cet aspect-là, qui est, dans le fond, je pense que ce qu'on tient, c'est que si Nive nous indiquait tantôt que dans notre étude, les gens tendent, ou même dans ce qu'on a recensé, à saisir la première qui apparaît. Et je me souviens d'une étude, Nive, où les gens, ils téléchargeaient, puis ils l'utilisaient même pas, ou ils l'utilisaient juste une fois. Donc, peut-être l'élément sécurisant dont on entendait parler tantôt, de l'avoir avec nous, ça a peut-être un impact aussi.
C'est peut-être l'effet aussi comme s'abonner au gym. C'est apaisant, c'est rassurant. J'ai fait quelque chose pour moi, je prends soin de moi, je me suis payé un abonnement. Mais ça ne veut pas dire que je vais y aller. Et en fait, ils font leur profit sur tous ceux qui s'abonnent puis qui y vont pas, dans le fond. C'est un modèle d'affaires. Puis c'est peut-être le même modèle d'affaires pour les applications. S'ils enregistrent des gens qui s'inscrivent, qui payent, ou encore qui acceptent de partager leurs données pour des tierces parties, c'est aussi un autre modèle d'affaires qu'il faut considérer. Alors, il y a des questions, des commentaires ici? Oui, Louis. Bonjour, Je Louis. vais vous demander de vous présenter en même temps, ça nous permet de se connaître. Oui, bonjour, Louis Moubarak de la Commission de la santé mentale du Canada. C'est une question pas de la Commission, mais personnelle. En fait, je pense que la présentation de Yasser a beaucoup parlé des habitudes des gens du Nord qui ont accès à Internet et qui peuvent utiliser des applications. Qu'est-ce qu'il y en est peut-être des gens du Sud, Afrique, Asie, etc., qui n'ont pas l'habitude d'aller sur des applications? Est-ce qu'il y a des études sur leur comportement ou des solutions? Et ma deuxième question, c'est par rapport à PsyX Novation, qui est la compagnie qui a fait la belle application que je viens de télécharger, ChillTime, qui produit aussi d'autres applications. Est-ce que c'est un organisme à but non lucratif? C'est une entreprise privée? Quel est donc le rapport? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts, etc.? Parce qu'on voit de plus en plus ce genre-là de manifestations. Je pense que l'intention est vraiment noble. Donc, j'ai pas de doute là-dessus, mais j'aimerais comme dissiper ces propos. Merci. Merci, Louis. On va demander à Yasser puis à Tania Oui. de répondre. Oui, vas-y, Yasser. Oui, vous m'entendez assez bien? On t'entend, mais on ne te voit pas. Je crois que ta caméra est fermée. Oui, c'est parce que je dois être en mouvement maintenant. Mais pour la première question, il y a des études. En fait, les pays du Sud, avec les smartphones, ont un accès fortement amélioré à Internet et aux prestations digitales. Donc, du coup, il y a une opportunité avec des fois des outils un peu moins lourds en data, comme des transferts de vidéos, de messages textes, donc il y a des études qui se développent dans ces contextes où les populations sont aussi difficiles à atteindre, mais où on a déjà un bénéfice lié à ce développement. Et pour la seconde question, je vais pas répondre directement, mais je vais juste évoquer quelque chose. C'est que, en fait, il y a probablement une réflexion à avoir dans les développements à venir sur les partenariats, en fait, entre différents acteurs des secteurs publics et privés et comment ils peuvent travailler ensemble au service de la population. Peut-être rajouter du pouce, merci à ça. La compagnie PsyX, en fait, nous, c'est le fils d'un psychiatre à l'Institut universitaire santé mentale de Montréal qui ont développé des applications pour leur père au départ, donc APAP et tout ça. Et donc, nous, on a plus fonctionné comme contractuel avec eux, on les a payés pour le développement et donc, on a pu rendre l'application gratuite parce qu'on n'est pas dans un modèle d'affaires de faire de l'argent. Ceci étant dit, il y a beaucoup de milieux et de subventions pour développer des applications comme Mitac qui nous obligent à faire un partenaire qui investit de l'argent et donc ils sont obligés d'avoir un modèle d'affaires de faire de l'argent. Mais ça, c'est toutes des questions personnelles. Moi, de ma perspective et les gens avec qui je travaille, on est beaucoup dans rendre les choses gratuites pour que toute personne partout puisse y avoir accès, et c'est pas fait juste pour les riches. Et donc, c'est plus difficile d'avoir des fonds pour développer quelque chose qui ne rapporte pas d'argent et qui va continuer à coûter. Mais si la Commission santé mentale du Canada a été intéressée, mais ceci étant dit, il y a plusieurs compagnies, il n'y a pas juste PsyX, puis nous, Centre de recherche, on est affilié aussi à Axel, au Centre de recherche de l'Institut, qui
qui est un groupe qui nous aide avec tout ce qui touche les nouvelles technologies en santé mentale pour nous aider donc à créer des liens. Donc, il y a aussi d'autres compagnies Super Splendide, Super Sublime, etc. Il y en a qui sont à but non lucratif, d'autres à but lucratif, qui participent avec les chercheurs pour nous aider à développer des produits qui peuvent aider le monde. Donc, Il y a... Peut-être je rajoute encore qu'il y a, que si on veut des références, il y a notamment des études qui ont été développées juste de mémoire en Colombie et au Liban. Donc il y a des disponibilités par rapport aux pays du Sud. C'est bon. Vas-y. Oui, bonjour. Anne Vittevrangel, psychologue et collaboratrice à l'élaboration de 2 applications là, dont Tania a parlé. Je me posais la question par rapport à, est-ce que vous avez des suggestions de où, comment nommer le fait que ce sont des applications qui ont été testées, qui sont reliées à la science, donc les liens vers les études scientifiques associées à. Comment on fait ça? Où est-ce qu'on nomme? Ben, une fois que l'application est mise publique là, sur le store ou sur le Google Play, il y a un descriptif. Tout à fait. Et c'est assez bref, mais dans le descriptif, on met les noms de l'équipe et on peut mentionner, et on peut mettre un lien, un DOI vers l'article. On peut dire voir tel site web pour plus d'informations. Et là, on peut référer les gens au site web puis décrire les études. C'est sûr que grand public lire un article scientifique, c'est pas très sexy, mais si vous créez par exemple une page web avec un descriptif plus complet de différentes études qui ont eu lieu, tout ça, comment qui ont été faites, mais tu sais, quelque chose assez convivial, genre fait à Canva ou un truc comme ça, là, ça serait une bonne façon que les personnes puissent avoir l'information et non juste les plus érudits. Là. Puis, qu'est-ce qui fait que dans les App Store, il n'y a pas un onglet, je sais pas quoi, il y a la cote, il y a le nombre de vues, mais il pourrait pas y avoir un onglet relié à la science? On l'a pas encore, puis c'est quelque chose qu'on discutait, puis même au niveau du Québec là, avec le ministère, puis un peu l'idée comme le panier bleu là, tu sais, comme quand tu vas à l'épicerie, tu peux savoir c'est Made in Québec. Ben il y a une discussion pour avoir un genre de collant de couleur. Mais ça risque d'être seulement légiféré au Québec, mais de voir s'il y aurait un onglet de couleur sur le niveau de soutien empirique qui pour l'application, pour backer ça. Ce qui fera en sorte que les gens qui ont peur de la recherche, ben, ils pourraient éviter ces applications-là, puis les gens, Big Brother. Non, mais... Ouais, mais c'est aussi l'exercice là d'avoir des normes pour qualifier les... C'est ça l'exercice. Pour ça, je parlais tantôt du guide de la commission, puis il y en a d'autres, là. Et puis aussi, il y a la confidentialité. Il y a toute la question de confidentialité des données, spécialement si on échange des données sur sa santé personnelle, sur ses habitudes. Puis, je sais pas, si on regarde les soins en général en santé mentale, la confidentialité, c'est vraiment important. Alors, on ne peut pas changer de registre tout à coup parce que là, on est sur le web, c'est encore pire. C'est pire. Et ce que je dirais, c'est l'exercice que Tania disait, d'aller voir aussi on peut, c'est les outils qu'on a, hein. Mais c'est ça l'exercice que Nive a fait puis qu'on avait travaillé ensemble en disant on va faire comme si on était un usager, puis on cherche une application. Nive l'a fait de manière systématique, c'est ce qu'elle a présenté. Puis, si vous vous souvenez, c'était quoi, Nive, ton pourcentage qui... En fait, je pense qu'il y en avait 45%, ou plus que ça, 85% qui ne mentionne. Ils n'ont même pas le goût de mentir ou de s'autoproclamer fondés sur la recherche. Alors, ça facilite notre tâche. On sait qu'ils ne disent même pas. Puis dans ceux qu'ils disent, c'est là que, je me souviens, il y en avait quelques-uns, puis on s'arrachait les cheveux. Comment on classe ça? Mais c'est même pas une citation qui est reliée à l'application même, où c'est douteux, où ça mène à peu près dans un cul-de-sac. Mais c'est ça qu'on a. Alors, pour l'exercice, ça, c'est vraiment sur le sommeil. Mais en santé mentale, c'est un peu différent.
Puis peut-être rajouter un point par rapport à la confidentialité des données. Quand on veut développer une application avec des jeunes, par exemple, comme là, la nouvelle qu'on veut faire, ben, on peut pas juste dire, on va le faire avec les jeunes. On doit inclure des éthiciens, on doit inclure des avocats experts en protection des données, des experts en intelligence artificielle, des experts en, évidemment en programmation, des experts en jeunesse, des experts en co-construction, en co-développement, en design. C'est quand même complexe parce que on parle de jeunes, on veut éviter qu'il y ait des prédateurs qui rentrent sur les réseaux, on veut éviter, et donc on veut créer quelque chose d'interactif, sympathique, mais qui ne pose pas de danger, qui soit juste aidant. Il y a énormément d'enjeux et ça implique une équipe quand même très, très diversifiée d'experts pour justement protéger les données, les jeunes. Tu sais, le jeune qui disent tu sais, je sais pas, moi je viens de faire telle activité, qui se souhaite pas recevoir plein de publicité pour acheter le produit lié à son activité. Tu sais, présentement, ça fait ça un peu nos téléphones. Je sais pas vous là, mais moi des fois, il faut que je m'achète des jeans, puis là j'ouvre Facebook, puis il y a juste des pubs de Levi's. Tu sais, je dis coudonc là, il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu sais. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut tenir compte, puis en santé mentale en particulier, puis encore plus quand on travaille avec des jeunes. Aussi, je veux juste corriger. Tantôt, quand je disais l'étude de Nive, mais c'était avec celles qui sont les plus visibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont fondées. Puis peut-être, Diane, si tu es toujours en état d'éveil, tu pourrais, si tu te souviens, le CNRC nous avait aussi aiguillé vers des applications qu'on testait puis qui étaient de CBTI, là, qui étaient fondées, en fait, que je trouvais pas aussi attrayantes que les autres qui sont sexées, mais qui avaient tout ce rationnel. Dans le fond, c'est qu'il y avait transposé en application les approches cliniques et ça c'est pas toujours sexy, c'est pas vraiment attirant, alors que peut-être sur le téléphone, on veut quelque chose de rapide, puis on a tendance à C'est un bon point aussi. Une application mobile, c'est pas juste un traitement, étape 1, étape 2, étape 3 dans un téléphone. Au contraire, il n'y a rien de plus plate. Les gens, ils aiment pas ça. Les gens, ils vont l'utiliser de manière, disons, plus éclatée. Tu sais, ils vont aller dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, puis tu sais, ils vont l'explorer de manière pas linéaire. Donc, il faut vraiment, quand on pense à développer une application, il ne faut pas penser de la même manière qu'on développerait un manuel. Tu sais, il faut vraiment, c'est une autre forme d'utilisation. Je pense que c'est un peu ça. Mais il y a aussi, tu sais, il faut faire la différence entre une application qui va être un outil clinique qui peut être recommandé comme faisant partie d'un traitement clinique qui comporte ça, mais qui est pas limité à l'application, ou bien une application qui est plus comme self-care. Parce qu'on a vu, à date, c'est surtout comme de l'auto-soin qui est fourni par des applications digitales. Mais il peut y avoir d'autres applications, comme par exemple des choses même reconnues pour aider dans la mise en place de thérapies cognitivo-comportementales sur l'insomnie, qui peuvent être recommandées même par les médecins utilisés dans le cadre d'un traitement à long terme de l'insomnie chronique. Ce qui est différent des conseils qu'on peut mettre en place pour mieux dormir. Okay. Ben, il n'y a pas toujours la distinction qui est faite entre est-ce que c'est une entité clinique, est-ce qu'on dépasse un certain seuil ou on veut traiter, on veut améliorer la qualité de vie sur une certaine problématique. On va être obligé d'arrêter là. Merci beaucoup, Diane. Écoutez, merci à vous tous. C'était super agréable de vous réveiller tôt le matin pour parler d'insomnie. À la fin d'un congrès. Tous ceux qui sont à la maison et qui ne sont pas coincés dans le trafic, vous allez aussi avoir l'occasion de revoir, parce que ça va être enregistré, je le répète. Le lien va être disponible sur www.formationcroisée.com. Sinon, si vous allez sur mon LinkedIn ou d'autres, celui possiblement de la QRP, vous allez trouver le lien. Bien, merci beaucoup tout le monde.